Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, le président chinois Xi Jinping s'est rendu en Égypte le 21 janvier. Il s'agit de la seconde étape de sa tournée au Moyen-Orient. Il a été chaleureusement reçu par les autorités égyptiennes et s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ainsi qu'avec le premier ministre du pays, Chérif Ismaïl. Xi Jinping a déclaré que la Chine encourage et soutient l'implication des entreprises chinoises dans les projets de grande envergure en Égypte et travaillera étroitement avec l'Égypte pour construire des infrastructures et augmenter la capacité industrielle. De part et d'autre, on s'est engagé à coopérer dans le cadre de l'initiative Une ceinture et une route. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine soutient le monde arabe dans la résolution de ses problèmes lors de sa rencontre avec Nabil El Arabi, le secrétaire général de la Ligue arabe basée au Caire. Xi Jinping a estimé qu'il s'agissait d'une organisation régionale majeure qui a entrepris des efforts contribuant à l'indépendance de la population arabe. Le président chinois a souhaité que la Ligue puisse poursuivre son soutien à l'amitié sino-arabe. Nabil Al-Arabi a quant à lui rappelé que la Chine se tenait aux côtés du monde en développement, tout en ajoutant que la communauté arabe souhaite travailler conjointement avec Beijing dans les domaines économiques et politiques entre autres, dans le but d'obtenir des bénéfices mutuels. Lors d'un entretien avec Ali Abdellal, le président du Parlement égyptien récemment élu, le président Xi a déclaré que la Chine et l'Égypte devraient organiser davantage d'échanges parlementaires pour faire des contributions positives au développement de leurs relations. Le président Xi Jinping a dit que la Chine est prête à multiplier les visites de haut niveau, à maintenir et à élargir les échanges et la coopération entre les gouvernements, les parlements, les partis politiques et les groupes civils. Le président chinois a aussi dit souhaiter approfondir la coopération et la coordination des dossiers internationaux. M. Abdellal a salué les échanges entre parlementaires. Il a dit que le Parlement égyptien est enclin à approfondir les échanges et la coopération avec l'Assemblée populaire nationale de Chine. Les présidents chinois et égyptiens ont assisté aux célébrations dans l'ancienne cité de Luxor en Égypte. L'événement commémorait le 60e anniversaire des relations bilatérales entre les deux pays. C'était aussi l'occasion de marquer le début de l'année culturelle Égypte-Chine. Lors du spectacle, les deux nations ont pu s'exprimer. Par ailleurs, c'est un orchestre qui a clôturé cette soirée. Xi Jinping a invité les deux pays à accentuer l'amitié entre leurs peuples tout en renforçant la base de la coopération bilatérale auprès de l'opinion publique, l'objectif étant de promouvoir le développement commun et la prospérité. Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, a estimé qu'en participant aux événements de Luxor, le président chinois affichait un large soutien à l'Égypte. Le dirigeant égyptien a lui aussi souhaité un nouvel élan dans les échanges culturels. Un projet ferroviaire électrique fait partie des nombreux accords signés entre la Chine et l'Égypte lors de la visite d'État du président chinois Xi Jinping. De nombreux Égyptiens espèrent que les nouvelles lignes aideront à réduire la congestion au Caire et amélioreront la qualité de vie. Il est 8 h du matin au Caire. Les voyageurs se pressent pour se rendre au travail et le métro est leur premier choix. Je prends le métro tous les jours, c'est très rapide, mais souvent nos trains ne sont pas confortables. Il n'y a jamais d'embouteillage, cela fait gagner du temps, c'est la raison pour laquelle je choisis de prendre le métro. La capitale est la ville la plus populaire et la plus peuplée d'Égypte. Grâce à son économie relativement élevée, cette tendance continuera. Le transport ferroviaire est le meilleur moyen de résoudre le problème de congestion de la ville. Le Caire possède à présent 3 lignes de métro s'étendant sur 75 km avec 65 arrêts. Le prix d'un ticket de métro ne coûte qu'une livre égyptienne, soit 10 centimes de dollars. Le prix bon marché et la commodité permet à 1,5 million de personnes de voyager sur chaque ligne chaque jour. Le Caire a une population de 17 millions d'habitants et ce chiffre augmentera à 25 millions. Les véhicules roulent à 12 km/h. Si nous n'agrandissons pas le système de métro,
les véhicules ne rouleront plus. L'Égypte prévoit également de construire une nouvelle capitale à une dizaine de kilomètres à l'est du Caire. Le pays a signé un accord avec la Chine pour construire un train léger reliant le Caire à 6 villes voisines pour créer de l'emploi et relocaliser les habitants à l'extérieur de la capitale. Lorsque cela sera achevé, la longueur totale des rails s'étendra sur 70 km et possédera 12 stations. Les trains sont conçus pour atteindre une vitesse maximum de 120 km/h. Le Caire est déjà surbondé. Nous avons besoin de déménager dans une nouvelle ville et je pense que le transport urbain est la solution à notre problème. Ce transport sera plus commode. Grâce au nouveau programme ferroviaire, la ville sera moins congestionnée et les habitants pourront voyager plus confortablement. Deuxième partie de cette édition. Et nous reprenons avec l'attentat suicide en Somalie. Selon la police somalienne, un attentat suicide commis par des rebelles Shebab contre un restaurant du front de mer. La capitale somalienne Mogadiscio a fait 17 morts. La police a confirmé que 5 hommes armés ont fait exploser 2 voitures piégées, ensuite fait irruption dans un restaurant sur la plage du Lido. Selon le dernier rapport, les morts étaient tous des victimes civiles. Les rebelles Shebab, affiliés à la nébuleuse de terroristes Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque. 4 de leurs hommes ont été tués et l'un d'entre eux a été capturé. 2015 fut une année difficile pour l'industrie minière du cuivre en Zambie. Le pilier du secteur minier a été touché par le ralentissement de la demande chinoise et des principaux marchés. Les prix des marchandises atteints son plus bas niveau depuis 6 ans. CCTV s'est entretenu avec le président de la Chambre des mines de Zambie pour voir comment l'industrie compte se rétablir. Il y a 18 mois, les producteurs de cuivre planifiaient de doubler la production de 602 000 tonnes par an à 1,5 million de tonnes sur 5 ans. Les turbulences sur les marchés mondiaux ont touché l'industrie en inversant la production du secteur le plus rentable de la Zambie. Les projections s'établissaient à 640 000 tonnes en 2015, poussant ainsi les sociétés minières à trouver un moyen pour réduire les coûts afin d'éviter la faillite. Nos actionnaires ont été frappés par la restriction relative aux dividendes. Nous avons aussi étudié les possibilités d'éliminer un certain nombre de discrétionnaires des dépenses. De plus, nous avons entrepris de réduire certaines dépenses en immobilisation qui se rapportent au secteur minier. Ils ont dû supprimer 9 000 postes, une décision très impopulaire n'importe quel jour de l'année, mais pire si la dite année correspond à une année électorale. Les répercussions politiques de cette décision ne sont pas très bonnes, mais nous avons été capables de prouver que toutes les mesures que nous avons prises étaient inévitables pour éviter la cessation de nos opérations. L'industrie engage le dialogue sur la question du régime fiscal avec le gouvernement. Selon ce régime fiscal, une taxe sur le volume de production doit être prélevée. Xi Jinping a indiqué que les progrès réalisés dans les négociations est un signe du dégel des relations. Le gouvernement, enfin, se rend compte de l'ampleur de la crise du secteur minier. Nous pouvons citer des exemples internationaux marquants de la crise qui frappe actuellement le secteur. Nous faisons bon ménage avec le gouvernement, car nous essayons de trouver une solution. Avec la Zambie qui vit ses pires coupures d'électricité, la question essentielle se pose. Il y a un avenir, mais nous devons souligner que le futur du secteur minier en Zambie dépend de la façon dont nous ferons face à la compétitivité des industries minières. Avoir un accord d'investissement n'est pas suffisant pour gérer les usines minières. Toutefois, concernant les coûts environnementaux, nous devons nous assurer que nous sommes suffisamment agressifs dans notre réponse à nos coûts de base pour l'ensemble de l'industrie. Nous avons besoin de nos mines pour survivre, mais aussi pour faire face à l'offensive que représentent les producteurs à faible coût, qui profitent désormais de coûts environnementaux très bas. Le prix des métaux de base a connu une légère augmentation au cours des derniers jours, mais la volatilité des prix devrait se poursuivre dans les années à venir. Malgré ces projections, il y a des raisons d'espérer.
L'économie de la Namibie connaît une croissance stable depuis 6 ans, avec des taux de croissance annuels de plus de 5%. La mise en œuvre d'un plan de développement national, d'une politique fiscale prudente et d'une stabilité politique a engendré une hausse des afflux des capitaux étrangers. Le pays prévoit également d'ouvrir un port d'installation de services pour le bloc commercial d'échange de la SADC. Avec une croissance attendue de 6% cette année, la Namibie semble en plus bonne santé que ses pays voisins en Afrique du Sud. L'investissement direct étranger est en hausse, le principal port commercial du pays prépare un changement drastique et la construction d'une zone industrielle spéciale est en cours. Cela crée un revenu stable, cela crée de l'emploi. En particulier, si vous créez un nouvel emploi, vous nourrissez une famille de 4 personnes. Je soutiens ce projet et je suis optimiste dans ce projet. Tout se prépare. Rome n'a pas été construite en un jour. Les autorités portuaires souhaitent créer une plateforme commerciale régionale et internationale à Walvis Bay. Le port est devenu pratique pour la région de la SADC et est stratégiquement bien situé. Namport est également très efficace grâce à sa gestion de cargo. Namport s'occupe de l'expansion du port. Cette pièce derrière nous est le nouveau terminal à conteneurs. Ils ont créé ce nouveau terminal pour son revenu élevé à Walvis Bay. Davantage de personnes dépendent de Walvis Bay comme ils dépendent de la plateforme commerciale. Je pense que dans le passé, c'était Durban et la Tanzanie. Tandis que plusieurs projets de développement se préparent, certains s'inquiètent de la pauvreté et de la hausse du chômage. La pêche est le troisième plus important contributeur du PIB et le second plus important détenteur de devises étrangères. Le secteur emploie plus de 15 000 pêcheurs, mais ils ne sont pas bien payés. Poverty here is too much. Go around. How many houses have shacks? Il y a trop de pauvreté ici. Faites un tour. Combien de maisons sont des cabanes? Et toutes ces cabanes ici à Walvis Bay et à Swakop appartiennent aux pêcheurs. Pourquoi n'avons-nous pas de maison? Car nous n'avons pas assez d'argent. Une personne qui travaille sur le terrain de la pêche va pêcher dans ces terrains pendant 45 à 50 jours. Le plus important salaire varie entre 1 000 et 6 000. The highest amount that that guy is earning on his basic salary is from 1,000 to 6,000. Selon le gouvernement, il a été difficile de développer les industries dans ce désert. Les plages sont inexploitées et les zones montagneuses. Cette zone de tourisme attire plus d'1 million de visiteurs chaque année et contribue à près de 15% du PIB. La Namibie a réussi à réduire le niveau de pauvreté de 40% entre 1993 et 2010. Mais le pays reste une société très inégale avec un taux de chômage de 29%. De nouvelles politiques de relance de l'économie ont cependant été ouvertes à la Namibie pour qu'elle augmente ses investissements étrangers. La construction d'une nouvelle centrale électrique, par exemple, commencera bientôt. Plusieurs autres industries s'élargissent également et le pays prévoit de créer des milliers d'emplois. Le Fonds monétaire international a baissé sa prévision de croissance pour l'Afrique du Sud à moins de 1%. C'est la plus basse des prévisions pour l'Afrique du Sud. Elle suscite la crainte d'une possible récession pour le pays. La deuxième plus grande économie d'Afrique a de justesse évité la récession l'an dernier. Le pays a vu sa note baisser et elle pourrait encore se dégrader cette année. L'Afrique du Sud s'attend à une année 2016 difficile. L'économie a essuyé plusieurs revers l'an dernier, ce qui a incité le FMI à baisser ses perspectives de croissance de presque de moitié à 0,7%. Ce n'est pas une surprise du tout. En fait, les moteurs de la croissance économique en Afrique du Sud, les secteurs productifs, l'agriculture sont affectés par la sécheresse. Le secteur minier ne va pas bien et il est comme ça depuis 3 ans à cause du cycle des matières premières. La manufacture est en difficulté. Donc, les secteurs clés de l'économie du côté de la production luttent. Et cela ne va pas s'arranger. L'Afrique du Sud a échappé de justesse à la récession l'an dernier. Avec la croissance sous pression et le rente à des niveaux très bas, cette année risque cette fois de ne pas pouvoir éviter la récession. Il se pourrait que la croissance soit revue même en dessous de 0,7%, comme ce qui a été prévu pour 2016. Il y a tant de vents contraires pour la croissance que l'Afrique du Sud doit affronter. Je pense qu'une récession doit être prise en compte bien plus sérieusement que cela n'a été fait auparavant. Le licenciement du ministre des Finances du pays à la fin de l'an dernier, le ralentissement des réformes structurelles et la mise en place de la politique favorable aux entreprises n'ont pas aidé le pays.
Si vous faites le mauvais choix politique et si vous n'alignez pas vos dynamiques pour la croissance, eh bien je veux dire par là que nous n'avons toujours fait en sorte de faire face à nos problèmes de compétences. Nous avons toujours fait en sorte de faire face à nos problèmes d'énergie et nous avons toujours fait en sorte d'enlever d'une manière ou d'une autre les incertitudes politiques autour des mines, du travail, mais aussi des terres. Et tous ces problèmes, si vous les laissez dans un capharnaüm, alors votre économie souffrira. Et il est peut-être trop tard pour sauver l'économie d'une baisse de sa notation. Je pense que les baisses de notes deviennent à présent presque inévitables. Je pense que le gouvernement en fait beaucoup et qu'il va lutter contre les vents contraires et les courants. Et le président Jacob Zuma n'abandonne pas encore. Il a mené une délégation de plusieurs ministres et de plus de 80 hommes et femmes d'affaires au Forum économique de Davos pour garantir aux investisseurs que tout va bien et que l'Afrique du Sud est ouverte aux affaires. Et toujours en Afrique du Sud, les dernières années ont vu l'émergence d'une scène artistique politiquement engagée. Une galerie d'art contemporain de la ville du Cap propose actuellement un espace d'expression pour ces artistes africains témoins du bouleversement social. L'exposition qui s'y tient jusqu'à la fin du mois réunit les œuvres d'artistes venus de toute l'Afrique. Après des décennies marquées par la ségrégation, la société sud-africaine s'est démocratisée. Cette ouverture a favorisé l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes qui produisent des œuvres au contenu plus personnel et surtout plus politisé. Les changements considérables qu'a traversé le pays au cours des dernières années et les transformations sociales qui s'en sont suivies influencent l'art contemporain sud-africain qui se fait de plus en plus politique et militant. Au cœur de la ville du Cap, la galerie d'art World Art présente actuellement une collection d'œuvres d'artistes contemporains africains qui reflètent ces nouveaux questionnements. C'est un genre artistique influencé par l'iconographie pop et les méthodes de l'art de la rue. Le contexte social y est très présent. Si le message politique n'est pas explicite, ce travail vise à éveiller les consciences en attirant l'attention du public sur certaines situations. L'idée n'est pas d'imposer une version objective des faits, mais de présenter une vision personnelle de l'environnement urbain contemporain. Tandis que l'art se fait plus personnel, les artistes se veulent de plus en plus critiques. Leur recherche sur le paysage sociopolitique est devenue de plus en plus pointue. Ici, le soleil est rouge et évoque la fin de la journée. Pourtant, alors que le soleil se couche, nous continuons de combattre cette même chose contre laquelle nous nous battions à son lever. Tout le monde se réveille pour aller travailler le matin. Toutes ces personnes prennent les transports en direction des banlieues ou des champs afin de travailler avant de revenir fatiguées. Elles feront la même chose demain matin sans que la situation ne s'améliore pour autant. C'est ce que cette œuvre rappelle. De nombreuses œuvres traitent de sujets politiques et s'intéressent aux histoires personnelles qui prennent place à l'ombre des grands événements historiques, des guerres et des grandes luttes. Les images utilisées ici sont très fortes. Cette iconographie très forte évoque l'époque actuelle. Nous avons fait un long chemin pour en arriver là, mais la route est encore longue. Nous n'avons pas l'impression que la guerre est finie. Une lutte est toujours en cours. Ce n'est pas une guerre à proprement parler, mais il y a ce sentiment diffus que nous vivons les uns contre les autres. C'est une autre sorte de guerre. L'exposition se tiendra jusqu'à la fin du mois. Le Malawi abrite certains des plus anciens vestiges humains et de reliques sacrées, comme ces arts rupestres datant de l'âge de pierre. En hauteur de la vallée de la forêt de Chongoni reposent les vestiges du Malawi. L'extraordinaire site du patrimoine mondial de l'UNESCO présente des peintures rupestres datant du IIe siècle. Ces abris naturels ont protégé la densité de ce groupe de rochers en Afrique centrale. 127 sites des arts rupestres ont été localisés dans les environs. Les peintures rouges et blanches que vous voyez ici sont uniques au Malawi. Les peintures rouges sont les plus anciennes. Elles ont été réalisées par les Akafula, parfois appelés les Abatras. Il s'agit de représentations d'hommes qui vivaient dans ces grottes entre moins 7000 et moins 2000 avant notre ère. Les peintures blanches, quant à elles, ont été réalisées par les Bantu Chewa. Elles représentent la diversité des espèces qui vivaient à leur époque, utilisées pour consigner les histoires et les musiques populaires d'antan.
Le site du patrimoine mondial de Chongoni a été inscrit à l'UNESCO en 2006. Mais le site n'est pas assez protégé de l'homme moderne. Aujourd'hui, les peintures sont sous la menace de graffitis et d'incendies. Moses Mkumfa, conservateur, essaye de sensibiliser la communauté locale sur l'importance de la protection de cet héritage. Si nous pouvons continuer à soutenir le développement de nos campagnes et de notre héritage, qui sont les témoins de notre histoire et de nos traditions, et si nous pouvons renforcer les communautés locales, il est donc important de protéger l'avenir. Monsieur Moses et de nombreuses personnes espèrent sensibiliser la population et mieux préserver l'héritage des ancêtres du pays afin de montrer aux prochaines générations un aperçu de leur passé. Le développement rapide de l'Internet en Ouganda permet à de nombreuses personnes de rire pour toutes les bonnes raisons. Les comédiens disent que dans le pays, leurs émissions attirent de plus en plus de téléspectateurs. There is Sophia, there is Maliki, there is Shirafa. Actually, you're a good musician. I'm telling you, just search King, then Congo is K-O-N-G also, then MC. Internet atteint un public plus vaste. De régions éloignées aux États-Unis, il y a plus de chances de trouver King Kong MC de l'Ouganda sur Internet que sur la radio ou à la télévision. So any media house helps those who watch it in a closed space. But internet goes to US America. C'est grâce aux communautés en ligne que MC King Kong a gagné en notoriété. Il joue toutes les semaines à Kampala et est apparu dans plusieurs émissions sur le continent. Il espère se produire en Europe et aux États-Unis. But back in the days, let's say about 7 years ago, À l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans, quand quelqu'un se produisait sur scène dans un théâtre ou un quelconque lieu de loisirs, tu y allais pour le voir. Si tu le ratais, l'opportunité de le revoir ne se présentait pas. Mais aujourd'hui, c'est différent. Si tu ne peux pas te rendre au théâtre, tu peux toujours voir le spectacle sur YouTube, Facebook ou WhatsApp. Plusieurs vidéos sont disponibles. En Ouganda, les humoristes sont très populaires sur les réseaux sociaux. Mais malgré cela, ils appellent à plus d'investissements pour développer l'industrie. Développer le secteur non seulement pour les comédiens, mais aussi pour les internautes dans le pays. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.